Je voulais aborder aujourd'hui avec vous la question des nouvelles parentalités. Quand on dit nouvelle, il faut mettre un petit peu des pincettes en fait. Quand on regarde déjà à l'échelle historique, on s'aperçoit que ce qu'on croit nouveau n'est peut-être pas tant que ça en fait. Et puis à l'échelle évidemment anthropologique, si on regarde les autres sociétés aussi, finalement il existe des diversités de familles un peu partout dans le monde. Donc, premier regard un petit peu qu'on peut porter sur l'évolution des configurations familiales dans notre société, en quel type de tensions elles sont prises dans notre modernité. Et puis un deuxième regard sur la transformation des liens à l'intérieur même de la famille, des rapports évidemment entre les partenaires conjugaux, parentaux, on va dire, et puis aussi la relation avec les enfants, et puis les relations évidemment intergénérationnelles qui peuvent aussi s'établir dans ce contexte-là. La situation des monoparentalités, des couples donc séparés, divorcés, souvent dans des situations de conflictualité. On y a considéré les situations de veuvage, des mères célibataires, et puis on y a associé ces familles intactes, comme disent les Québécois, et dont finalement les deux parents se séparaient. La résidence de cet enfant, c'est 90% à peu près des cas avec sa mère. On s'est aperçu dans les années 80 plutôt, que 40% des pères perdaient tout contact avec leur enfant dans les 2 ans, dans ces situations de séparation. Avec le temps, et parce qu'on a accepté un peu cette idée finalement symbolique qu'il pouvait y avoir séparation entre le conjugal et le parental, on a introduit donc quelque chose qui commençait à poindre du côté de la coparentalité. Les familles recomposées, donc là on vient interroger finalement d'une autre façon la question du nombre de parents. Peut-il y avoir plus de 2 parents, autrement dit, Quelle est la place qui est accordée à un beau-père, à une belle-mère, un beau compagnon, ou une belle compagne. On est passé un petit peu d'un modèle de substitution à un modèle additionnel. Donc dès qu'on veut dessiner la famille, là vous voyez, ça devient très compliqué parce que qu'est-ce qu'on prend en considération? Est-ce qu'on prend les liens du sang, les liens du toit, les liens affectifs? L'homoparentalité, je considère plutôt que les familles homoparentales s'inscrivent dans le prolongement des nouvelles familles. Première famille homoparentale, c'est une famille recomposée en fait. C'est une famille qui était avec un couple de sexe différent, qui a eu des enfants, et pour lequel un des parents finalement se sépare et recompose avec, par exemple si c'est un homme, avec un compagnon, ou si c'est une femme, avec une compagne. Le deuxième type, c'est les familles qu'on appelle coparentales, homo-coparentales. Ce sont des situations pour lesquelles finalement un homme gay, et généralement une femme lesbienne, décident d'avoir ensemble un enfant. Si les parents d'intention sont cet homme et cette femme uniquement, moi je dis que c'est un peu le modèle exclusif en fait. L'autre modèle que j'ai appelé intégratif, c'est un modèle au contraire, où l'ensemble des parents considèrent qu'ils sont impliqués dans la venue de cet enfant. Bon, il faut bien qu'il y en ait un qui soit le géniteur et une autre qui soit la génitrice de cet enfant. Un autre type de famille qui fonctionne sur un autre type de représentation. Alors je l'ai appelé bipolaire. En fait, là, c'est des organisations conjugales un petit peu différentes où chaque couple, en fait, considère que quand il est avec l'enfant, il est avec l'enfant, c'est lui qui décide de ce qui va se passer avec lui. Voyez. Et puis quand il va être avec l'autre couple, le couple lesbien, par exemple, eh bien, c'est peut-être d'autres règles qui vont être appliquées et que c'est leur affaire dans ce moment-là. Et j'en arrive au 4e modèle, le recours aux procréations médicalement assistées. À la procréation médicalement assistée, à la GPA, la gestation pour autrui. Finalement, ce dernier modèle, qui est du côté des couples lesbiens, en tout cas très majoritaire aujourd'hui, qu'est-ce que permet la loi? La loi a permis à ces femmes donc, qui se sont mariées, donc du coup, qui ont pu se marier, que celle qui n'est pas la mère génitrice finalement de cet enfant puisse adopter l'enfant de sa compagne et devenir mère au même titre qu'elle. Parce que je vais jusqu'au bout des nouvelles parentalités. Nous parlons aujourd'hui des transparentalités. Il va s'agir dans un premier temps de couples qui ont eu des enfants dans un contexte hétéroparental classique et pour lequel un des parents va recourir à une transition. Et recourant à une transition, évidemment, ça pose des tas de questions juridiques. Est-ce qu'en devenant, si c'est M2F par exemple, si c'est un homme qui devient une femme, est-ce que cette personne devient la mère de cet enfant en même temps? On voit en tout cas qu'on n'est pas arrivé tout à fait au bout du chemin encore, qu'il y a d'autres nouvelles questions se posent et que d'autres s'en poseront encore.
Bon, ben voilà, donc on a encore beaucoup de choses à penser, quoi, en fait, je pense. Hein, voilà, je terminerai par ça. On pense la parentalité sous toutes les coutures, mais la conjugalité, RAS. La question de cet autre par lequel on est obligé de passer pour accéder à la parentalité, pour accéder à l'enfant. L'enfant, c'est quand même voilà, le représentant du narcissisme personnel, du narcissisme du couple, et on est obligé de passer par un autre ou une autre. Ça peut quand même susciter beaucoup de frustration pour le moi. Il va falloir négocier, j'aime pas beaucoup ce mot, mais peut-être parfois il s'agira de ça. Qui va être celui ou celle qui donnera son patrimoine génétique? Comment le parent social va vivre ça dans sa relation de couple? Est-ce qu'il va se sentir mis de côté, en infériorité? Est-ce que l'autre va prendre le pouvoir? Enfin, ça crée un déséquilibre. Ça crée un déséquilibre, mais ça crée une différenciation, en fait, des places. Donc il y a un intérêt aussi, finalement, dans cette démarche-là. C'est-à-dire, on dit un couple de même sexe comme si, effectivement, il y avait une symétrie parfaite entre les deux parents. Alors qu'en fait, au sein du couple, hein, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, selon la place que chacun va occuper, selon que ça va être comment se fait le choix de, par exemple, si on prend un couple lesbien, de qui va être la mère biologique et qui ne va pas l'être. Il faut regarder de très près comment ça se passe, en fait, pour bien comprendre tous les processus qui sont à l'œuvre, qui peuvent d'ailleurs osciller au fil du temps. Hein. Le projet peut démarrer avec l'une et puis se terminer avec l'autre, c'est assez courant. Et puis, il y a évidemment toute la place, la question du donneur aussi, qui rentre en ligne de compte. Le donneur inconnu, souvent, dans l'imaginaire en tout cas, on va dire « Hop, il est inconnu, on ne le connaît pas, ni vu ni connu », comme dirait Terry, hein, ni vu ni connu, mais ni vu ni connu, des fois il réapparaît. Bien évidemment, le ni vu ni connu, ne serait-ce qu'à travers l'enfant lui-même, qui va s'interroger à un moment donné sur son origine, qui va venir réinterroger effectivement le roman familial qui peut être posé à partir de ce moment-là. Et puis, ni vu ni connu, il n'empêche qu'il sera présent fantasmatiquement. En fait, il y a souvent une élaboration psychique, enfin dans ce que j'ai vu moi, hein, qui est d'une certaine façon anticipée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'est pas naturel, entre guillemets, hein, de pouvoir devenir parent dans des conditions faciles, ça nécessite de la part des intéressés quand même une élaboration sur cette question. Hein, et moi, ayant étudié en particulier plutôt du côté des hommes et du côté des pères, ce que j'ai vu, c'est qu'ils avaient une élaboration qui était souvent plus développée que certains pères homosexuels qui devenaient parents dans un couple voilà, sans s'être trop posé de questions, etc. Hein. Alors évidemment, il y a quand même un écart entre cette élaboration anticipée et la réalité. Et que souvent dans les premiers temps, en fait, notamment je pense aux familles homoparentales, hein, dans les premiers temps, en fait, il y a un peu quelque chose qui se rappelle à eux, en fait, hein, c'est justement cette question de la différence des sexes, et que généralement la première année, il y a souvent des conflits, en fait, entre le père et la mère, tout simplement parce que effectivement, il y a un lien d'attachement voilà, qui est un petit peu privilégié par rapport à la mère. Elle a déjà porté l'enfant, elle le nourrit généralement, voyez, donc c'est pas possible que le père puisse emmener l'enfant, voyez, très longtemps, etc. C'est sur des courtes périodes. Donc il y avait un peu un idéal qui avait été pensé ou élaboré préalablement sur un partage égalitaire, on va dire, voilà, des responsabilités. Mais dans les faits, dans la première année, ça peut pas se passer de cette façon-là, et ça crée effectivement souvent des situations de conflictualité assez fortes. C'est-à-dire, je retrouvais moi, dans ces situations homoparentales, les mêmes problématiques que celles que j'avais vues finalement du côté des couples hétérosexuels qui se séparaient dans des conditions difficiles parce que l'arrivée d'un enfant venait bousculer tout simplement le fonctionnement du couple et de la famille. Séparation ou pas, hein, oui, ou séparation ou pas. Oui, absolument. Il faut souvent 2 ans, 3 ans pour retrouver effectivement
Donc voilà, on peut anticiper, mais il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper en fait, hein, qui sont du côté justement de toute cette dimension inconsciente que vous pointez ici. Et du coup, je pense que c'est important, enfin c'est difficile pour le couple d'élaborer un peu son enveloppe. Hein. On voit ça tous les jours. Alors, il ne faut pas utiliser le mot recomposé, mais couple recomposé, on peut. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme autre mot pour... Voilà. Mais quand, voilà, il y a... Voilà, nouveau couple, bon, avec les coparentalités peut-être de part et d'autre, avec voilà, beaucoup de personnes qui, dans la réalité de leur vie, voilà, vient s'inviter dans leur vie aussi conjugale, et donc d'élaborer ensemble une enveloppe qui soit un peu poreuse, voilà, pour permettre des échanges, mais pas trop rigide non plus. Enfin, voilà, ça c'est ce que doivent faire beaucoup de couples. Et alors là, ça me paraît être encore plus compliqué parce qu'il faut faire avec les présents et puis les présents fantasmatiquement. Ça fait un gros travail psychique, il me semble. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des lieux pour penser ce... Même si on pense le couple de même sexe, il doit faire appel finalement à un tiers. Il y en a toujours un autre qui existe ailleurs. Hein. Et dans la coparentalité, vous voyez, même si on imagine effectivement, on va se dire, ben oui, il y a un père et une mère pour cet enfant, des points de repère, mais il y a quand même les compagnons et compagnes qui peuvent éventuellement être là, qui vont quand même occuper une certaine place dans cet enfant. Ils peuvent ne pas avoir participé au projet, puis une fois que l'enfant est là, découvrir que c'est chouette, un enfant, qu'on peut établir des liens avec lui. Ils vont souhaiter que cet enfant il ait des liens aussi avec ses propres parents. Ça le réinscrit dans une filiation lui-même. Des fois, c'est compliqué parce que dans les parcours homosexuels, justement, cette question de l'inscription dans la filiation n'est pas toujours évidente. Ils ont pu être rejetés de la part de leurs propres parents. Vous voyez, comment devenir parent lorsqu'on a été rejeté de ses propres parents? C'est une question qui se pose à eux. Et effectivement, l'arrivée d'un enfant participe en tout cas, c'est ce que j'avais montré aussi dans le cadre de ma thèse, participe aussi d'une forme de réinscription filiale, puisque quand une personne homosexuelle dit à ses parents « je suis homosexuel », il y a deux choses qui viennent en tête. Ah oui, tu es homosexuel, donc peut-être déjà, ah oui, je n'avais pas pensé ça. Mais surtout, ce que je n'avais pas pensé, c'est que tu ne vas pas devenir un parent, en fait. Voyez. Donc il y a un peu une tension entre l'impasse généalogique et finalement l'impératif généalogique. Hein, vous voyez, une forme de tension entre « c'est pas possible », ben oui, mais c'est quand même très souhaitable, en fait. Hein. Et donc, sur le plan de la gestion, les personnes doivent justement faire face à cette double injonction contradictoire et duquel ils doivent arriver à sortir. Et ils y sortent d'une certaine façon, soit du côté du conjugal, j'ai envie de dire, ils vont plutôt penser à un couple de même sexe, soit ils vont le penser du côté plutôt du biologique et de cette inscription du biologique, ils vont plutôt penser à la coparentalité. En fait, quand une personne homosexuelle devient parent, elle doit se poser la question de comment elle va le devenir un peu différemment, vous voyez, d'un couple hétéro pour qui le modèle est déjà là, quoi, en fait. Hein. Mais ça pose aussi le problème en amont du rejet peut-être par les familles et du couple homosexuel et du couple homosexuel devenant parent. Bon, comment chacun fait face à ça? Est-ce que ça place une espèce de conflit de loyauté? C'est des choses qu'on connaît déjà par les couples interculturels, interreligieux. C'est un petit peu la même problématique. Et on voit bien que moins le conjoint est détaché psychiquement de ses parents, plus difficile est de tricoter quelque chose avec son nouveau conjoint. Et je pense que bon, là, c'est
voilà, c'est un problème qu'on connaît déjà, alors qu'il se pose de façon différente, mais voilà, c'est... Je me faisais la remarque tout à l'heure en vous entendant parler de la famille, la définition, ce serait au fond ceux qui habitent sous le même toit. Ouais. Et c'est les couples eux-mêmes qui m'ont appris ça. J'avais aussi un peu cette représentation, si on vit sur le même toit et qu'on a une vie sexuelle, c'est qu'on est un couple. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, maintenant ça ne m'arrive plus parce que je le vois plus comme ça, mais notamment pour des demandes d'interruption de grossesse, où je vois un homme et une femme qui me disent qu'ils vivent sous le même toit et qu'ils ont des relations sexuelles, et j'ai employé le mot couple. Ils me disent « mais madame, on n'est pas un couple, nous ?» Ah, bon. Eh bien finalement, c'est... Enfin, pour moi, dans mon travail, c'est une notion extrêmement subjective, et c'est les personnes elles-mêmes qui vont me dire si elles se voient comme couple, et comment elles se voient comme couple, et dans quel couple elles se voient. Oui. Donc voilà, moi je n'ai pas du tout je n'ai plus, parce que j'en avais aussi, de définition. Et le toit et la sexualité, ça paraît comme ça à première vue être constitutif d'eux, mais je ne crois pas. La question de la loi est comment pourrait s'inscrire la loi de l'inceste, c'est-à-dire dans toutes ces nouvelles reconfigurations, où est-ce qu'on va mettre la barre de l'inceste, où se place l'interdit. Ce qu'on a évoqué aussi, comment le clinicien va penser ces complexités, comment nous on va avoir une tête ou un appareil psychique suffisamment large et averti pour pouvoir contenir toutes ces configurations qui nous sont présentées. Les mots qui ont été rappelés plusieurs fois, c'est fantasme, complexité, diversité. On a en face de nous des personnes qui viennent nous consulter avec leur propre singularité. On a nous-mêmes nos propres représentations, et tout ça dans un contexte environnemental en pleine évolution. Donc comment penser tout ça ? Oui Marlène, comment penser tout ça ? Nous, dans notre atelier, nous avons élaboré 2 questions. La première, c'est comment est-ce que se construisent les liens affectifs dans une famille lorsque ces liens ne sont pas très bien nommés ou mal nommés et que leur place ainsi est mal définie. Par exemple, quand les personnes évoquent un faux frère ou bien une fausse sœur, une belle-mère, une belle-sœur, un demi-frère, une demi-sœur, de qui s'agit-il en fait ? Quelle est leur place ? Et puis la deuxième question, c'est comment la culture judéo-chrétienne influe-t-elle sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance des places de chacun dans les nouvelles configurations conjugales et familiales ?